Bonsoir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Irbod Desgagnazar et je suis l'animateur des Cafés de la Médiation. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir avec des invités de marque au 107e Café de la Médiation. Alors, ce soir, nous allons parler du monde du secteur de la santé et du monde médico-social avec comme trois invités qui vont traiter chacun dans leur domaine d'intervention, de leur approche sur les outils de la médiation et de la négociation au quotidien, mais aussi, pourquoi pas, avoir une vision prospective. Vous savez très bien que le secteur de la santé est au centre de l'humain, que ce soit en prévention, que ce soit en accompagnement ou que ce soit que ce soit avec le personnel en interne ou que ce soit vis-à-vis des patients ou des usagers. L'IFOMEN a déjà un parcours très important dans ce cadre-là et a même initié un diplôme spécifique. Je vais vous passer progressivement la parole les uns après les autres, et juste pour vous rappeler la règle des cafés de la médiation, de la négociation. En gros, nos invités vont parler pendant 30 minutes, 40 minutes, puis vont répondre à toutes vos interrogations. Nos trois invités ce soir sont donc Claude, que tout le monde connaît, Claude Evin, IFOMEN formé. Je ne me rappelle plus de quelle année, je crois que c'était en 21, j'ai terminé 21. en 21, oui. Voilà, fin 21. Alors, monsieur le ministre, avocat au barreau de Oui, Paris oui, et médiateur, t'es pas obligé, hein. ancien député et ministre des Affaires sociales et de la solidarité, auteur de La médiation au service de la santé et du médico-social aux éditions Décitre 2022. Je me suis mal organisé, j'aurais pu avoir l'ouvrage partagé en images, mais tu peux le montrer si tu l'as à côté de toi. Un peu plus proche, voilà, exact. Voilà. Nous avons le docteur Sylvie Tessier, médecin coordonnateur régional d'un grand groupe gestionnaire d'EHPAD, euh, MEIS, si je ne me trompe pas. Et nous avons enfin Frédéric Pigny, directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, pardon, médiateur régional pour le personnel des établissements publics de santé et médicaux sociaux en Occitanie. Il va falloir Bonsoir. déjà nous décrypter ce titre. D'accord. Bonsoir à vous trois. Écoutez, je vais aussi vous passer les salutations donc, de deux personnes qui ne sont pas là physiquement ce soir, mais qui sont là normalement dans nos cœurs. Donc Stéphane Ben Simon, qui est à Bordeaux, qui vient de finir une formation et qui m'a laissé un message en me disant je vais être dans le tramway, je ne pourrai pas faire l'ouverture avec toi. Donc nous le saluons, et puis surtout la directrice Chimène, à qui nous souhaitons un très bon moment en nous écoutant, j'espère, puisque Chimène nous a laissé quelques semaines le temps d'avoir un heureux événement. Donc, nos salutations à nos directeurs historiques et nouveaux. Claude, je te laisse la parole pour commencer. Merci Irbod, et bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Alors, le titre que Irbod a souhaité, là, comprendre les spécificités de la médiation en santé et médico-sociale. Donc, je vais essayer de brosser un tableau général et puis je laisserai la parole au docteur Sylvie Tessier, d'une part, qui est plutôt une expérience médico-sociale, et Frédéric Pigny, qui a plutôt, lui, une expérience en établissement de santé. Je voudrais, dans ce propos introductif, aborder trois questions, trois sujets. Un d'abord, de quoi parle-t-on lorsque nous abordons le sujet de la médiation en santé et médico-sociale? Puis, attirer votre attention sur le fait que dans ces deux secteurs, hein, dans ces établissements ou dans ces activités, il y a déjà plusieurs dispositifs de traitement des différents, mais qui ne répondent pas toujours à l'attente à la fois des usagers, d'autre part des professionnels et des établissements. Et puis, je terminerai par brosser quelques grandes spécificités à prendre en considération lorsqu'on aborde la médiation en santé et médico-sociale. Alors d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de la médiation en santé et médico-sociale? C'est quoi les litiges, les différends qui peuvent justifier d'avoir recours à la médiation? Ben, j'ai au moins répertorié trois types de situations. D'une part, il y a les relations entre les usagers, les professionnels, les établissements. Que ce soit en établissement de santé, que ce soit y compris d'ailleurs
en offre de soins ambulatoires, médecine de ville, si je puis dire, ou que ce soit dans le secteur médico-social, les EHPAD ou les établissements qui accueillent des personnes handicapées, bah, les relations entre les usagers, prenons ce terme au sens général du terme, et les professionnels ou les établissements bah, peuvent faire l'objet de conflits, de litiges, de différends. C'est des irritations de la vie quotidienne en EHPAD, par exemple, qui cristallisent des tensions plus profondes, avec souvent les proches d'ailleurs, et je reviendrai sur les personnes directement concernées par ces litiges. C'est des désaccords entre les proches et l'établissement sur la prise en charge d'un parent, par exemple, et je pense que le docteur Sylvie Tessier y reviendra, au moment du transfert, par exemple, en unité protégée pour un patient, on voit là se cristalliser souvent des tensions. C'est le non-respect des droits des personnes prises en charge, le non-respect de l'information, du consentement. C'est le droit des personnes handicapées. C'est en établissement de santé une insatisfaction de la prise en charge. Ça peut être aussi une question de responsabilité médicale et à la suite d'un accident médical portant un préjudice à des patients. Donc voilà quelques exemples de types de sujets qui peuvent générer de l'incompréhension, du litige, du conflit. Et puis d'autre part, ce qui est intéressant à noter, c'est les personnes concernées par ce conflit, par la médiation. Ben, c'est naturellement les patients eux-mêmes, les usagers eux-mêmes, et c'est aussi les personnes donc, prises en charge en établissement, que ce soit les personnes âgées ou les personnes handicapées. Mais c'est aussi, et particulièrement évident comme particularité, c'est les proches de ces personnes qu'on va retrouver effectivement partis à la médiation. Je vous ai donc dit qu'un premier volet, si je puis dire, des sujets de conflit, c'est en effet les relations entre les usagers et les professionnels. C'est aussi les relations entre les professionnels. Les conflits de territoire à l'intérieur d'un établissement, Frédéric Pigny y reviendra, les conflits au sein des équipes de soins, des rapports hiérarchiques complexes à l'intérieur d'un établissement. Et puis, il y a un troisième volet qu'on a peut-être moins abordé jusqu'à maintenant, qui sont les relations entre les divers acteurs du système de santé. Le système de santé et médico-social a cette particularité, c'est d'avoir des établissements et des modes d'organisation et des modes d'exercice avec des statuts différents, des établissements publics, des établissements privés, des professionnels de ville, des professionnels libéraux, alors que de plus en plus, l'attente des patients, des usagers, c'est d'avoir une coordination, c'est d'avoir des coopérations entre l'ensemble de ces acteurs. Et donc la médiation, là aussi, a toute sa place, comme médiation de projet, de médiation dans le cadre des groupements de coopération sanitaire, dans le cadre de la réorganisation territoriale de l'offre de soins. Et il y a là certainement tout un pan de la médiation qui mérite d'être particulièrement développé. Le deuxième sujet, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que dans le secteur de la santé et du médiation, il y a différents dispositifs qui existent. Et donc ces dispositifs, malheureusement, ils ne répondent pas au principe même de la médiation. Ils sont même souvent insatisfaisants pour les usagers comme pour les professionnels. C'est le traitement des plaintes et réclamations dans les établissements de santé avec un médiateur médecin, non médecin, désigné par le responsable légal de l'établissement, envoyant un rapport à la commission des usagers. Donc l'indépendance, la confidentialité ne sont pas toujours respectées. C'est le dispositif d'indemnisation et de conciliation pour les accidents médicaux, mais qui ne permettent pas souvent de traiter de la question de la relation avec les professionnels qui ont été à l'origine du préjudice conduisant à un accident médical. C'est dans les EHPAD la médiation de la consommation qui est obligatoire et qui relève du Code de la consommation, mais qui ne peut pas traiter les services de santé fournis par les professionnels de santé. C'est le Code de la consommation qui a fixé cette limite à la médiation de la consommation. Donc on voit bien que dans un EHPAD, la médiation de la consommation ne permet pas de traiter l'ensemble de la problématique liée à la prise en charge. C'est aussi les conseils départementaux des ordres professionnels qui ont un mécanisme de conciliation et de recueil des plaintes formulées à la fois par les patients mais aussi par les professionnels et qui là aussi n'est pas totalement satisfaisant au regard de la relation nécessaire entre les personnes patientes, si je puis dire, et les professionnels. Et en troisième point, ce que je voudrais évoquer
là aussi, et puis on y reviendra dans les interventions à suivre, c'est les grandes spécificités à prendre en considération dans la médiation dans le secteur de la santé et du médico-social. La quasi-totalité des situations qui sont évoquées dans ce secteur, de la part des patients, mais aussi de la part des professionnels, de la part y compris des responsables d'établissement, c'est qu'en général, toutes les situations qui conduisent à une médiation sont des situations qui sont sous-tendues par de fortes charges émotionnelles. C'est évident que la prise en soin, c'est pas uniquement un acte technique. Et même quand il y a effectivement un problème qui s'est trouvé posé sur le plan technique, il y a toujours derrière une forte émotion qui intervient inéluctablement dans la relation de médiation. La relation de soins, c'est une relation qui est basée sur la confiance, que ce soit la confiance dans un professionnel de santé, que ce soit la confiance d'une famille qui confie son parent à un établissement. Et quand cette confiance elle est rompue, eh bien, c'est très chargé émotionnellement et on va le retrouver en médiation. La demande d'indemnisation, par exemple, que l'on peut avoir lorsqu'il y a eu un préjudice, elle n'est pas toujours l'objectif premier. On le voit quand on pratique des demandes, de la médiation dans le cadre de la demande d'indemnisation. Ce qui est souvent premier, c'est je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux que la personne en face reconnaisse qu'elle a une part de responsabilité, même si il peut y avoir un préjudice à indemniser. Donc cette forte charge émotionnelle est une des spécificités de la médiation en santé. Le décalage entre le discours médical très technique et la réception émotionnellement forte par le patient ou les proches d'un patient ou d'une personne âgée. Pour notamment en EHPAD, et là aussi on y reviendra sans doute, on part souvent d'une situation dans laquelle il y a eu, pour certaines familles, une certaine culpabilité au placement de son parent. Et quand il y a une insatisfaction dans la prise en charge, on va le retrouver effectivement en médiation. Il y a une question je dirais presque de conflit de valeurs, et ce que certains appellent un conflit de territorialité d'ailleurs, qui s'exprime entre la famille et l'établissement. Donc cette forte charge émotionnelle, c'est une des spécificités. Il y a une deuxième type de spécificité, c'est la complexité des enjeux, la complexité des situations en matière de responsabilité entre l'accident fautif, l'accident non fautif. En EHPAD, c'est le conflit qui cache parfois un conflit intrafamilial. C'est entre professionnels, c'est la complexité des relations, c'est la complexité institutionnelle, lorsqu'il s'agit d'un CHU, par exemple, entre le service, la direction administrative, la commission médicale d'établissement, l'université. Et puis, dernier grand thème particulier aussi à la médiation en santé, c'est les parties présentes à la médiation. C'est le cadre de la médiation en matière de responsabilité médicale. C'est la multiplicité des acteurs, le patient, son avocat, l'assureur, le responsable administratif de l'établissement, le professionnel de santé concerné, etc. En EHPAD, c'est la prise en considération des capacités cognitives de la personne, ce qui est assez particulier dans la médiation, par exemple, concernant une situation en EHPAD, c'est que la personne dont on va parler n'est pas toujours présente, avec toutes les difficultés, y compris de traiter de la question du secret des personnes, même vis-à-vis des proches, secret dont ils ne sont pas nécessairement destinataires, secret des informations concernant la personne prise en charge. Voilà autant de particularités qui nécessitent effectivement que la démarche de la médiation en santé soit abordée avec toute cette complexité, cette partie émotionnelle que j'ai rapidement évoquée, sur lequel certainement reviendront à la fois le docteur Sylvie Tessier et Frédéric Pigny, à qui je passe la parole d'abord à Très belle docteur introduction. Sylvie Tessier. Très belle introduction, merci. Il me manque un petit point sur docteur Tessier, si vous pouviez, dans le propos, revenir aussi sur le côté prévention, ce que vous mettez en avant et ce qui vous permet d'avancer aussi sur l'aspect préventif. Oui, alors merci, merci, bonjour à tous. Pas mal de choses déjà ont été dites dans cette introduction de Claude, hein, qui connaît bien puisqu'il travaille avec nous et qui connaissait bien le secteur. Et on est très heureux, nous, d'avoir la chance de pouvoir bénéficier de son expertise. Alors rapidement, je me présente, donc je suis gériatre.
J'ai aussi une formation de psychogériatrie et une formation en soins palliatifs. Et donc, je travaille dans les EHPAD depuis 20 ans maintenant, même un peu plus. D'abord en tant que médecin coordonnateur, donc ce sont les médecins salariés. Il y a peu de médecins salariés dans les EHPAD. Le plus souvent, il y en a qu'un, c'est le médecin coordonnateur, puisque les médecins qui prescrivent, contrairement aux sanitaires, dont va nous parler Frédéric tout à l'heure, voilà, les autres médecins sont des médecins libéraux le plus souvent. Il peut y avoir quelques différences, mais souvent ce sont des médecins libéraux, donc qui ont leur cabinet et qui assurent le suivi médical à proprement parler. Et donc, on a des médecins coordonnateurs et depuis déjà quelques années aussi. Donc, je fais partie de la direction médicale d'un grand groupe, comme vous le dites, qui est le groupe EMEIS et qui est le nouveau nom du groupe Orpea. Donc, je pense que ce nom, il est, j'allais dire malheureusement, devenu célèbre. Je vais pas m'appesantir. Voilà, je me permets rapidement de revenir sur notre expérience et le contexte. Nous, on a une expérience qui est somme toute relativement récente ou semi-récente, puisque ça fait à peu près 1 an et demi maintenant. C'était en mai 2023 que la médiation, cette proposition de médiation a été mise en place. Donc pas si longtemps que ça finalement, dans les suites du contexte difficile que vous connaissez et sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, en tout cas du scandale qu'a subi notre groupe, voilà, sachant que on partait quand même de pas grand chose, pour ainsi dire de rien en termes antérieurement en termes de communication, en dehors d'une communication, j'allais dire en interne. Il n'y avait jamais d'intervenant extérieur pour nous aider dans ce lien, dans cette médiation qui est aujourd'hui proposée. Voilà, donc rapidement, ça s'est déployé par beaucoup de communication bien sûr auprès des directeurs d'établissements, auprès des médecins, auprès des cadres. Il y a donc, je vous dis, un médecin coordonnateur dans chaque établissement, un cadre infirmier que l'on appelle IDEC, infirmier ou infirmière coordinateur ou coordinatrice. Bien sûr, les salariés, alors ça s'est fait notamment avec l'aide de Claude et puis également de personnes qui s'occupent de la médiation au niveau de notre groupe sous forme de formation, de webinaires, de documents, d'affichage. Donc il y a eu une large communication de l'existence du dispositif et bien sûr auprès des résidents et des familles avec également de multiples supports, des affichages, l'inscription au livret d'accueil, des flyers, des communications diverses autour de réunions, notamment des instances. Pour nous, en EHPAD, on se doit d'organiser ce qu'on appelle les conseils de la vie sociale, hein, c'est-à-dire des réunions qui associent les professionnels, les familles et les résidents avec des représentants de chacun. Donc voilà, et puis la nécessité qui s'est montrée de faire cette sensibilisation de façon régulière, c'est-à-dire qu'il faut, c'est pas one shot, il faut sans cesse que ce soit auprès des établissements, des professionnels ou auprès des familles, repasser l'information, même si elle reste quand même assez facilement accessible. Elle est par exemple dans le livret d'accueil des résidents. Mais il y a besoin de cette sensibilisation régulière puisque, bon, pour 2 raisons essentiellement que j'évoquerai rapidement sur les spécificités, c'est-à-dire il y a quand même un turnover important du personnel, même qui affecte bon, de façon générale le secteur de la santé, mais aussi celui du médico-social de façon notable et même des directeurs d'établissement, et puis aussi du turnover des familles, des résidents. J'y reviendrai rapidement. Donc voilà un petit peu comment ça s'est déployé. Aujourd'hui, il y a une certaine maturité dans l'usage, en tout cas au niveau des établissements et au niveau des professionnels. Et une parenthèse, pour notre expérience au niveau de notre groupe, cette médiation ne concerne pas les relations entre les salariés. Donc Frédéric en parlera par la suite. Bien que ce soit, j'allais dire, en discussion et que ce soit probablement une bonne chose si le dispositif pouvait aussi s'élargir aux salariés.
Bon, pour finir sur ce contexte, donc nous on a à peu près à ce jour, donc depuis mai 2023, une 150 dossiers environ, hein, j'ai repris les chiffres, 120 qui ont été jugés entre guillemets recevables. Je vais pas ici faire le déployer qu'est-ce qui fait qu'une médiation est recevable ou pas, c'est pas le propos, mais il faut savoir que sur ces 120, il y en a quand même, donc ça concerne notre branche médico-sociale, mais aussi notre branche sanitaire, puisque le groupe a également des établissements sanitaires, c'est-à-dire des cliniques psychiatriques et des cliniques de SMR, donc de rééducation. Mais sur ces 120 saisines, je dirais, sollicitations qui ont été acceptées, 100 concernent les EHPAD. Donc vous voyez que c'est quand même la grande majorité qui est voilà, pourvoyeur, c'est quand même le médico-social, en tout cas pour notre groupe. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, à préciser, c'est que plus de la moitié de ces sollicitations sont le fait des directeurs d'établissement. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que ça serait essentiellement les familles. Eh bien, force est de constater, même avec le temps, que plus de la moitié de ces sollicitations sont générées par les établissements et par les directeurs d'établissement. Voilà. Et que, pour des raisons que je vais juste évoquer après, que la personne, j'allais dire, la principale concernée, c'est-à-dire le résident que l'on prend en charge, ne concerne évidemment, je dis évidemment parce que on va comprendre tout de suite le profil des personnes que l'on accueille, ne représente qu'un très faible pourcentage, puisque en dehors des directeurs dans des établissements, c'est évidemment les familles qui viennent solliciter cette médiation. Voilà. Alors sur les motifs, Claude en a parlé, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais il est bien évident que l'expérience montre que les principaux motifs qui motivent ces demandes de médiation sont des contestations de la prise en charge. Voilà, globalement, je les qualifierais avec cette phrase un petit peu fourre-tout. Mais bon, il peut y avoir d'autres motifs, mais la grande majorité, c'est la contestation de la prise en charge. Alors, quelques exemples pour illustrer mon propos, ça va d'une incompréhension, d'une dégradation de l'état de santé, d'une perte de poids, de changement d'unité, puisque dans nos établissements, on fonctionne souvent en faisant des secteurs où on identifie sur un secteur des personnes un petit peu plus autonomes, sur un autre secteur des personnes qui sont un peu plus dépendantes, qu'on appelle des UGD, des unités grands dépendants, où on a vraiment des personnes qui nécessitent une aide totale pour tous les gestes de la vie quotidienne, la toilette, les transferts, l'alimentation. Donc voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle les UVP, les unités de vie protégées, où résident les personnes qui présentent des troubles du comportement dans un contexte de maladie neurodégénérative, avec essentiellement des déambulations et des risques de fugue, d'où le nom d'unités de vie protégées, puisque ce sont des unités où l'entrée et sortie est conditionnée par l'utilisation d'un code, donc n'importe qui ne peut pas entrer ou sortir de ces unités. Voilà, donc lorsque l'on transfère un résident d'une unité conventionnelle à une unité grande dépendant ou bien à une unité de vie protégée, ça peut être l'objet d'une incompréhension de la famille et l'objet de tensions ou de conflits qui peuvent motiver, qui souvent, en tout cas, sont des motifs de sollicitation du dispositif de médiation. Alors dans ma dernière partie, je vais revenir un petit peu sur les spécificités du médico-social. Elles ont été évoquées, les principales par Claude tout à l'heure. Donc je dirais que déjà ces spécificités, elles sont liées au profil des personnes que l'on accueille, qui sont un peu différents de ce que Frédéric va, voilà, des personnes qui sont
dans les hôpitaux, dans les cliniques. Bon, il peut y avoir dans certains services des profils assez proches, mais on a quand même aujourd'hui dans les EHPAD des gens très âgés. C'est plus âgé, mais c'est très âgé, puisque la moyenne d'âge est souvent autour de 85, 87, 88 ans. Donc on a quand même des gens très âgés aujourd'hui. Des gens qui ont ce qu'on appelle des polypathologies, donc qui ont de multiples pathologies, des troubles cognitifs, Claude l'a dit, qui altèrent la capacité de jugement, qui altèrent les possibilités de consentement, de pouvoir exprimer des directives anticipées, de pouvoir désigner une personne de confiance. Donc ces personnes-là sont dans situation de grande fragilité. Et ce qui fait que, comme l'a évoqué Claude, et comme le montrent les chiffres que j'ai évoqués au tout début, font que la majorité des sollicitations, si elles ne se font pas par le directeur d'établissement, elles le sont par les familles et pas par l'usager lui-même, ce qui diffère, je pense, quand même assez de ce qui se passe dans le secteur sanitaire, où probablement on a quand même beaucoup plus de représentation des patients eux-mêmes. Donc là, ce sont souvent les familles et l'interlocuteur du fait des troubles cognitifs qui empêchent la communication très souvent. Les échanges vont se faire avec un ou plusieurs membres de la famille. Donc il y a, j'allais dire, tout un groupe de personnes qui sont impliquées, probablement plus que ce qui peut se voir dans le sanitaire, bien que ça puisse aussi se voir, notamment dans la pédiatrie par exemple, où il y a aussi les parents. Mais là, ce sont souvent les enfants, ou bien les petits-enfants, ou les neveux et nièces. Donc, il y a cette notion toujours de plusieurs entités concernées, c'est-à-dire l'usager lui-même, les proches, hein, le ou les proches, parce que parfois il y a plusieurs enfants ou plusieurs proches qui sont concernés, avec parfois des conflits dans les familles, et puis évidemment les professionnels, hein, le troisième acteur, je dirais, ce sont l'institution et les professionnels. Donc c'est quand même une des caractéristiques de ce type de médiation. Ensuite, Claude le disait, j'allais dire, ça prend une place quand même souvent très importante, c'est l'interférence d'éléments affectifs, d'éléments émotionnels, qui sont parfois très marqués. Alors évidemment, toutes les situations sont différentes, mais souvent très présents. Et comme le disait Claude, il y a souvent ce sentiment de culpabilité que l'on ressent au niveau des familles. Je rajouterai aussi tout ce qui est autour du déni, de la non acceptation de l'évolution de l'état de santé du parent. Alors ça peut être plus ou moins conscient, mais ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Moi, avec l'expérience, je constate que plus la famille est investie dans la prise en charge du parent, notamment lorsqu'elle a été l'aidant principal à domicile, plus l'institutionnalisation est compliquée à accepter, et plus il peut y avoir des sources de conflits, parce qu'évidemment il y a cette culpabilité, et puis le fait de penser que l'institution ne fournit pas autant de prise en charge de qualité que ce que pouvait le faire l'aidant au domicile. Donc cette notion d'émotion, d'affectif qui intervient est un élément majeur à prendre en compte. Ensuite, les spécificités sont aussi liées à nos structures. Par rapport à ce qui va être décrit par la suite, les EHPAD, le médico-social, nous sommes des lieux de soins, bien sûr, avec tout ce que ça implique en termes d'existence de normes, de procédures, de considération de l'ordre de la sécurité. On l'a vu lorsqu'il y a eu la crise sanitaire avec le confinement, hein, qui a fait que les familles ne pouvaient plus venir pendant de longs mois dans les EHPAD. Donc voilà, ce sont des lieux de soins avec, j'allais dire, les mêmes obligations que celles qu'on peut rencontrer dans le sanitaire.
mais ce sont aussi des lieux de vie. Il y a cette complexité, hein, ce sont des lieux de vie, des lieux où on est hébergé, où il y a de la restauration, où il y a de l'animation, où il y a des sorties. Donc c'est très marqué dans le secteur médico-social et évidemment, vous l'imaginez bien, beaucoup plus que dans le secteur sanitaire. Il y a le turnover du personnel, il faut quand même en parler, c'est un élément à prendre en compte, hein, qui peut être source évidemment de difficultés. Et puis, dernière spécificité du médico-social par rapport au secteur sanitaire, c'est que la relation entre les usagers, les familles et les professionnels s'inscrit dans la durée. Logiquement beaucoup plus longtemps que dans le sanitaire où on a ce qu'on appelle des DMS, des durées moyennes de séjour qui sont de l'ordre de quelques jours, parfois de quelques semaines, mais somme toute relativement courtes, alors que pour nous, eh bien, on est dans des prises en charge qui s'installent dans la durée, puisque, alors globalement, hein, une moyenne de durée moyenne de séjour des résidents, enfin des personnes âgées en institution, en EHPAD, elle est autour de 24 mois, je dirais. Donc 2 ans, c'est court, c'est long à la fois. Donc ça fait aussi notamment toute cette dualité, toute cette complexité de la prise en charge et des relations, bien évidemment. C'est assez différent dans le secteur sanitaire. Voilà à peu près ce que je souhaitais vous dire, vous passer comme message. J'ai peut-être été un peu rapide, mais par la suite, on pourra échanger au fil des questions. Voilà. Très bien, donc Frédéric, à la fois comme directeur d'établissement de santé, à centre hospitalier, mais aussi comme médiateur régional pour les personnels des établissements publics de santé et médico-social. Bonsoir à toutes et à tous. Grand merci pour cette invitation. Ça me permet de retrouver au travers du Café de la médiation IFOMEN, avec qui j'avais eu le plaisir de coopérer avec l'École des hautes études en santé publique. Donc, c'est un plaisir ce soir d'être avec vous. Peut-être 3 remarques liminaires. Il faut dire que on m'a demandé de traiter à la fois des éléments touchant donc aux usagers et de traiter ce qui relève en fait des relations interprofessionnelles. Mais il me semble utile de dire dès à présent qu'il y a quand même des dénominateurs communs dans ce qui peut être des clés de tension, de cristallisation de l'écosystème, on va dire, sanitaire. Peut-être une deuxième remarque, c'est vous dire que j'ai pas la prétention d'évoquer avec vous tout ce qui relève des facteurs d'explication côté usager, parce que probablement vous avez été les uns les autres des usagers de l'hôpital et probablement pas des résidents sur le propos précédent, mais assurément vous avez une expérience patient ou de très proche, et donc quelque part vous avez expérimenté aussi ce qui peut rendre des choses difficiles à l'hôpital. Troisième remarque liminaire, je voulais partager avec vous finalement un étonnement qui a été le mien, c'est que si il y a énormément de raisons, il y a une myriade d'explications de ce qui peut être source de tensions, de conflits à l'hôpital. Pour autant, quand on regarde du côté des statistiques, finalement, on s'étonne qu'il y a très peu de saisines, hein, de signalements. Il y a très peu de réclamations qui sont traitées. Alors j'ai repris quelques chiffres. Claude m'en voudra pas. Quand il était DG d'ARS Île-de-France, il y a un rapport de 2015 qui montre par exemple que 0,13% seulement des entrées totales dans les établissements de santé ont fait l'objet d'une réclamation. Donc on est vraiment sur des chiffres qui quantitativement sont très faibles, et c'est une façon pour moi de partager avec vous le fait qu'il y a assurément une sous-déclaration de tout ce qui relève d'éléments de tension pour des éléments multiples. On peut peut-être en poser quelques-uns. Le premier, c'est que beaucoup de ces réclamations sont orales auprès des professionnels eux-mêmes dans les services, et qu'elles ne font pas forcément l'objet d'un recensement, ni même sont amenées à être formalisées dans les procédures internes des établissements.
D'autres clés d'explication, c'est que les procédures elles-mêmes ne sont pas forcément connues par les usagers, même si je dois aussi reconnaître qu'il y a eu beaucoup de progrès en termes d'information aux usagers, et le travail des commissions des droits des usagers à l'hôpital a permis vraiment de valoriser aussi leur mission et de créer de meilleures conditions d'accès aux soins. Il est à noter aussi qu'assez souvent, c'est l'entourage, hein, c'est pas l'usager lui-même qui est à l'initiative de la réclamation, mais c'est souvent son entourage, parce qu'il peut y avoir des peurs de l'usager à ce que ça ait des conséquences dans le suivi de sa prise en charge. Il a une crainte, hein, que ça puisse être préjudiciable pour son traitement. Donc c'est des éléments assez nouveaux. Il peut y avoir aussi des confusions dans ce que constituent aussi les éléments de la réclamation. Quand je dis confusion, c'est-à-dire est-ce que la démarche rentre dans le cadre d'une procédure interne, ou est-ce que le signalement vaut une procédure qui pourrait être externe, que ça soit au titre de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, hein, ou que ça soit auprès, et les deux d'ailleurs sont possibles, auprès d'un tribunal. Voilà. Donc dès lors qu'on dit de façon un peu simpliste, écoutez, écrivez au directeur, il peut y avoir des éléments de confusion pour l'usager ou son proche de ce que ça pourrait relever. Voilà. Donc je voulais partager avec vous cette sous-déclaration qui moi-même m'a étonné. Si après on regarde malgré tout dans ce qui est déclaré, on mesure que c'est essentiellement sur des prises en charge dites urgentes. On est essentiellement, quand on regarde la typologie des services, c'est essentiellement les services d'urgence à 70% qui sont remontés. Sur le centre hospitalier là, de Mont-de-Marsan, vous voyez, on a peu de plaintes, hein. Sur une année, j'ai fait l'actualisation tout à l'heure, on est à moins de 100 plaintes sur un établissement qui a 1200 lits, vous voyez, qui a 140 passages journaliers aux urgences. On est à moins de 100 plaintes sur l'année, hein, ce qui est quand même un chiffre très faible. Non pas que ça m'inquiète qu'il soit faible, je m'en réjouirais, mais c'est que ça masque un certain nombre de réalités. Dans ces contextes-là de prise en charge en urgence, ce qui ressort de façon très forte, c'est le délai d'attente, hein, c'est-à-dire une incompréhension des usagers sur le fait que les procédures, encore aujourd'hui, à l'hôpital en France, sont liées à des éléments qui sont de l'ordre de la priorité en matière d'urgence, on va dire somatique, hein, vitale, et pas forcément sur, comme on peut le voir dans d'autres pays, sur des modalités d'efficacité ou de circuit. Je vous en donne un exemple sans être trop long, mais j'ai eu à accompagner mon fils jouer en rugby aux urgences d'un centre hospitalier public. On a attendu 3 heures juste pour pouvoir bénéficier d'un cliché d'imagerie. Quand on est arrivé, la manip radio nous a dit bah, bon, ça fait 2 heures que j'ai personne, vous auriez pu venir avant. Pourquoi on n'a pas été prêt avant? Parce que dans les modalités de l'organisation des urgences aujourd'hui en France, catégorise, et ayant juste le pouce un peu douloureux, on rentrait pas dans des critères de priorité, et donc on devait attendre que l'interne puisse le voir pour qu'il prescrive le cliché d'imagerie et qu'on puisse après se rendre pour cette radio. Bon, je ne veux pas être trop long, mais c'est pour vous dire que les délais d'attente sont un élément clé des tensions, des réclamations et des signalements qui remontent. Le deuxième élément, c'est des erreurs diagnostiques. On a dans des signalements, les réclamations des personnes qui sont reparties des urgences, qui après vont reconsulter ou ont des examens complémentaires qui viennent mettre en évidence des écarts, des erreurs éventuellement diagnostiques, ou qui sont qualifiés par eux comme étant des erreurs. Et puis un élément qui est au cœur de notre discussion de ce soir, c'est en lien évidemment avec les relations avec les professionnels, essentiellement avec les médecins, même si je ne veux pas que mon propos soit stigmatisant, mais essentiellement c'est quand même ce qui remonte dans les relations avec les médecins, et puis plus largement avec les professionnels de santé. Voilà. Donc je voulais voilà, partager avec vous cet écart finalement entre d'un côté ce qui va être des éléments d'explication de ces tensions, et quelque part les statistiques qui en nombre sont finalement assez faibles quand on les regarde. Alors
redire peut-être en faisceau d'explication tout ce qui touche en fait à la déflagration que constitue en fait une prise en charge à l'hôpital, hein. Je rappelais que essentiellement c'est quand même des actes, des prises en charge qui sont non programmées, qui sont imprévues et qui sont dans des contextes de très forte vulnérabilité. On a chez les usagers, au-delà même du fait qu'un certain nombre, c'est évoqué tout à l'heure par Sylvie, sont très âgés. Alors moi je disais déjà très âgés, mais j'entends qu'elle n'est pas dans les très 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 âgés. Ils sont très âgés, polypathologiques et parfois, pour pas dire souvent, dans des situations aussi de précarité sociale, économique, culturelle, de l'isolement aussi géographique en fonction des territoires. Donc on est amené à avoir un usager qui soudainement a un événement de vie qui est brutalisant et qui du coup le rend plus exposé, entre guillemets, sa prise en charge. Donc, il y a un élément qui touche effectivement l'usager lui-même, mais il faut regarder davantage vers la structure pour comprendre aussi cette difficulté des relations. On ne peut pas, et ce serait maladroit, que de dire que le problème c'est l'usager parce qu'il n'est pas à même d'aborder ce que lui offre la structure de soins. Quand on regarde du côté de la structure, bah là on est dans l'expression peut-être la plus forte de ce que constitue la complexité, hein. L'hôpital, c'est vraiment la conjugaison de tous ces facteurs-là. En premier lieu, on peut peut-être regarder du côté des acteurs, hein. Donc, sans même parler, il y a quelqu'un qui réagissait tout à l'heure sur le chat qui disait qu'il manquait de personnel. Donc, effectivement, le manque de ressources peut être un élément de tension supplémentaire, quelque chose qui peut acutiser la problématique de prise en charge dès lors que pourrait manquer ici ou là du personnel. On va dire que le personnel est là, mais qu'il est intérimaire, donc il ne connaît pas bien les organisations, la structure, ou il est là, mais il n'a pas toutes les compétences pour répondre parce qu'il a été déporté d'un autre service, etc., etc. Donc on pourrait effectivement regarder sous le manque parfois prégnant de personnel, mais même si on est dans une séquence qui ne touche pas aux aspects de ressources, on peut regarder quand même malgré tout sur le fait qu'à l'hôpital, on est sur une démultiplication d'intervenants. C'est vraiment peut-être spécifique à d'autres organisations. On est sur une démultiplication d'intervenants avec des surspécialités, vraiment une culture de la surspécialité. Alors, c'est vrai quand on parle des professionnels qui travaillent à l'hôpital, hein, on dit qu'à l'hôpital, il y a à peu près 200 métiers qui s'exercent, donc c'est un élément important. Mais même quand on regarde du côté médical, on parle plus aujourd'hui d'un cardiologue, on parle d'un angioplasticien, d'un rythmologue, voilà, on a progressivement, et c'est tant mieux, hein, c'est l'évolution de la médecine aujourd'hui, à identifier vraiment une professionnalisation accrue qui peut être une source de clivage, de tension. Je reviendrai tout à l'heure sur les rapports évidemment entre les professionnels, mais qui peut être aussi un élément pesant sur l'identification de ces professionnels-là pour les usagers. Donc, parfois des manques de ressources, une multiplicité d'acteurs parfois cloisonnés, des professionnels qui ne sont pas toujours bien identifiés. On a tous fait l'expérience de la blouse qui décrit pas vraiment qui est qui, du badge qui ne permet pas de savoir à qui j'ai affaire, et puis peut-être dans le process même au quotidien des hôpitaux, les professionnels ne se présentent pas ou font pas toujours l'effort de se présenter. Et donc dans la relation peut se créer aussi cette difficulté-là d'un manque d'identification, je dirais presque par résonance, peut-être un manque aussi de considération. Rajouter peut-être aussi, à l'hôpital, il y a aussi des jeunes professionnels, c'est bien, c'est pas propre à l'hôpital, mais il peut y avoir une présomption d'incompétence, ça se voit, de revenir d'une consultation sur un acte particulièrement important d'une chirurgie cardiaque et d'avoir été reçu par un jeune interne et de se dire est-ce que je suis prêt à confier ma vie, mon corps à un jeune tout fraîchement moulu, même d'une grande université, etc. Donc il peut y avoir ce facteur-là qui pèse aussi. Et si je vous dis, c'est parce que ça s'entend, hein, des usagers de se dire il est très agréable, mais est-ce qu'il a les compétences pour demain le prendre en charge?
Et puis peut-être un autre élément du côté des acteurs, je suis toujours du côté des acteurs sur les aspects de culture. Ça veut dire que beaucoup des hôpitaux s'appuient sur des professionnels, donc là je parle aussi en particulier des médecins, même si c'est pas exclusif, qui sont d'origine étrangère, hein, qui ont une culture étrangère et qui parfois maîtrisent peu ou moins bien le français, ou qui ont pas forcément les codes, les clés, pour bien aussi décrire le contexte global de l'usager, hein, de son mode de vie, etc. Et donc, il peut y avoir, alors c'est peut-être plus marqué sur certains territoires que sur d'autres, je le concède aisément, mais il peut y avoir dans les éléments de la relation, hein, c'est-à-dire professionnel de santé usager, des éléments qui sont liés aussi à la non-compréhension de la culture de l'autre. Voilà. Donc là, j'étais sur les éléments qui touchent vraiment les acteurs. Si on regarde après de façon plus globale, voir que l'hôpital, c'est des disciplines médicales, c'est un jargon technique, hein, très complexe, et que dans ce qui nous est rapporté au moment des médiations, quand elles sont organisées, c'est ce que disait Claude tout à l'heure, c'est je veux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a souvent dans la posture médicale quelque chose qui, encore une fois, il y a beaucoup de progrès, hein. Je ne voudrais pas que mon propos soit incompris ce soir, mais malgré tout, il demeure encore dans les demandes des usagers d'avoir des messages simples, accessibles, qui leur permettent de mieux comprendre leur maladie, leur pathologie, et puis ce qui va se passer. Encore une fois, il y a beaucoup de progrès, mais ça reste un élément qui participe dans certaines situations à cet écart, à cette distorsion, et qui peut être source de tension, de conflit. Voilà. L'évolution technologique, l'évolution numérique, les stratégies thérapeutiques, etc., peuvent être aussi des éléments qui, malheureusement, peuvent être sur de la déshumanisation, et donc peuvent majorer en fait les situations, et de participer parfois à rétablir des erreurs, des manques de communication. Parce qu'on communique, on échange par mail, message interposé, et que ça facilite pas. L'usager n'a pas la possibilité de rentrer assez rarement en relation directement avec le praticien. S'il appelle le secrétariat, il est peu probable qu'on lui permette d'avoir un échange direct et privilégié avec le médecin. Donc tout ça participe à créer parfois des difficultés supplémentaires. Dans les éléments de contexte, j'évoquais tout à l'heure le fait que l'hôpital public répond de façon forte à des consultations non programmées, à des prises en charge non programmées, à de l'urgence. Et donc, du coup, pour les professionnels, ils doivent conjuguer à la fois le fruit de leur activité au quotidien, et en même temps, ils doivent s'adapter à ces priorités. Donc, les usagers sont soit la variable aussi un peu d'ajustement du fait de cette organisation-là qui est imposée aussi à l'hôpital. Je conclue tout de suite en disant qu'il y a d'autres briques des difficultés qui sont la signalétique. Hein, les établissements sont des fourmilières, parfois il est difficile de se retrouver. Et dernier élément, on a tous fait malheureusement la malheureuse expérience du stationnement dans les hôpitaux, qui est une problématique aussi forte. Voilà, j'en reste là et je suis à votre disposition. Oui, alors en l'occurrence, non, c'est pas directement. On a évidemment un département qualité, mais clairement, la médiation est intégrée à la démarche qualité. Donc en fait, c'est notre choix, hein, ça pourrait très bien être géré par le département qualité, encore une fois, mais on a une personne identifiée au niveau du groupe, au niveau du siège, qui s'occupe spécifiquement de la médiation, mais pas en tant que médiateur, hein, puisque donc on a une médiation qui est par des médiateurs extérieurs, mais pour faire le lien justement avec avec les établissements, et aussi avec les différents services qui peuvent être concernés par les thématiques qui sont abordées dans la médiation. Et elle peut solliciter le département qualité. Donc ça peut tout à fait se lier aux personnes qui interviennent dans la démarche qualité. Et puis aussi, tous les mois, il y a un groupe, un COPIL, qui analyse les chiffres, les motifs de saisine de la médiation. Donc il y a tout un travail. Je dirais que
que vraiment, pour nous, la médiation est un levier important de l'amélioration de la qualité. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas vraiment, puisque mon parcours est essentiellement de la médecine libérale et puis par la suite du secteur médico-social. Donc, je connaissais la médiation à la consommation, mais j'avais pas véritablement l'expérience de la médiation, et en l'ayant découvert, je vois vraiment la valeur ajoutée, l'importance de ce dispositif, puisque avant, quand ça n'existait pas ou qu'on n'y avait pas recours ou vraiment à la marge, on était dans une communication de nous-mêmes en interne, et puis la seule autre possibilité après, c'était le conflit, donc soit lorsque les familles saisissaient la police ou les courriers à l'agence régionale de santé, donc on allait tout de suite dans le côté plainte ou le côté événement indésirable, signalement d'un événement indésirable. Là, clairement, il y avait cet espace qu'occupe maintenant la médiation et qui permet de prévenir, justement, hein, c'est l'idée d'intervenir avant la plainte, avant l'événement indésirable. On est vraiment dans une démarche de prévention, donc ça colle tout à fait avec la démarche qualité. Et clairement, il y a un intérêt en termes de rétexte, en termes d'analyse de tous ces motifs d'interpellation de la médiation. Il y a l'intérêt, il est au niveau de l'individu, hein, puisque donc il y a un problème de prise en charge, il y a un problème qui concerne l'usager et la famille et la structure. L'intérêt est au niveau de l'établissement lui-même, puisque ça peut pointer du doigt des dysfonctionnements, donc ça permet à l'établissement parfois de corriger parce qu'il y a eu ces remontées via la médiation, et aussi, et c'est là qu'intervient parfois le département qualité, à l'échelle du groupe, c'est-à-dire que lorsqu'on voit que des problématiques reviennent de façon récurrente dans plusieurs établissements, mais évidemment, on se saisit de cela pour avoir une réflexion plus globale. Voilà, et ça peut faire le lit de revoir des procédures, d'améliorer notre communication, et non plus à l'échelle de l'individu, non plus à l'échelle de l'établissement, mais à l'échelle du groupe. Donc on est véritablement dans quelque chose qui est tout à fait impliqué et complémentaire avec ce qui existait déjà et qui est en plein dans la démarche qualité. Alors, pour résumer juste sur ce point, pas directement lié à la démarche qualité, mais un indicateur nouveau qui vous permet de prévenir et de piloter. Oui, tout à fait. Alors, je pourrais répondre peut-être rapidement. Bon, d'une part, et Sylvie pourrait confirmer, c'est-à-dire concernant le groupe Emeis, ils ont fait le choix d'une association de médiation qui s'appelle Médiation Partage, qui est des médiateurs complètement extérieurs au groupe et qui sont des médiateurs et médiatrices qui ont plutôt comme spécialité d'intervenir en médiation familiale et en médiation auprès de personnes en perte d'autonomie. Mais j'y ai fait une petite allusion dans mon introduction. Dans le traitement des médiations, enfin, des plaintes et des réclamations dans les établissements de santé, ce sont des médiateurs qui sont désignés, des médiateurs médecins et médiateurs non médecins, qui sont désignés par le responsable légal de l'établissement, ce qui pose un problème d'indépendance et de perception par les usagers de cette difficulté, effectivement, de manque d'indépendance. C'est pour les associations d'usagers et les usagers un vrai sujet. J'en profite d'ailleurs pour dire, mais je l'avais déjà évoqué peut-être, mais là ça commence à se concrétiser, que moi je me suis mobilisé pour faire modifier effectivement les textes dans le Code de la santé pour traiter effectivement de la médiation dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, et qu'une proposition de loi va être déposée dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale par Madame Agnès Firmin-Lebaudot, qui était ministre de la Santé jusqu'à il y a quelques mois, pour mettre en place un dispositif de médiation dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, pour traiter des relations avec les usagers qui respectent une procédure de médiation, qui respectent les principes de la médiation, c'est-à-dire l'indépendance, la confidentialité,
et puis les interventions en neutralité, impartialité, etc. Alors, par ailleurs, pour le traitement des conflits entre les professionnels dans le secteur public, il y a là des médiateurs qui ont fait l'objet d'une publication, enfin, qui sont nommés dans une procédure qui a fait l'objet d'une publication d'un décret, avec des médiateurs régionaux et interrégionaux nommés par le ministre en charge de la Santé. Donc, Frédéric en est un des exemples, puisqu'il est médiateur en région Occitanie. Et là, c'est des médiateurs qui sont extérieurs aux établissements et qui sont appelés, dans le cadre d'une procédure sur laquelle on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui sont appelés par les professionnels ou par les établissements lorsqu'il y a un conflit. Mais ça, c'est des médiateurs effectivement extérieurs qui ont autour d'eux d'ailleurs une commission de médiation, une commission régionale de médiation de 10 médiateurs qui, là aussi, d'ailleurs, ont été formés à l'ESP avec la participation de l'IFOMEN, d'ailleurs, c'est ce à quoi Frédéric évoquait tout à l'heure. Absolument. C'est un exercice collectif, sans rentrer effectivement dans la procédure. C'est bien dans le cadre d'une démarche où il y a eu une tentative de résolution du conflit à l'intérieur de l'établissement. Donc, je dois dire aussi que là, on parle bien des conflits, Entre des les relations professionnels. interprofessionnelles. Hein. On ne parle plus On ne parle pas des relations avec les usagers. Là, hein. Donc, dans ce cadre-là, dès lors qu'il y a eu une tentative de résolution du conflit au sein d'un établissement, et que malgré toute l'énergie, tout l'enthousiasme, ça n'a pas été couronné de succès, il y a la possibilité de saisir le médiateur régional ou interrégional qui, lui, au travers de sa commission, peut voir si le recours, entre guillemets, la saisine, est conforme, on va dire, aux indications qui sont les siennes. Bon, pour le dire de façon simple, il ne faut pas que ça relève de ce qui pourrait être des faits qualifiables pénalement. Donc tout ce qui s'approche ou s'apparente ou pourrait être qualifié du registre pénal ne rentre pas dans les missions de la commission régionale, tout ce qui relève du dialogue social, puisque dans les hôpitaux, il y a aussi un certain nombre de tensions qui sont liées au dialogue social, ça ne fait pas partie des indications. Voilà, il y a quelques préalables. Les enjeux, en fait, c'est de la coopération à l'hôpital. Donc, toutes les problématiques de non-coopération, elles sont interprofessionnelles. C'est-à-dire que les soignants, si je t'y compte, ça fait un peu schématique, hein, mais c'est pour être très concret, contre les médecins, ça peut être les administratifs contre les soignants, ça peut être les directeurs contre les acteurs de la gouvernance, hein, ceux qui ont des responsabilités, les managers, ça peut être des directeurs entre eux de chacun des établissements, puisque Claude l'évoquait à juste titre, la transformation du système de santé aujourd'hui s'inscrit dans une recomposition territoriale. Hein. Donc ça peut être en lien avec un établissement voisin, mais ça peut être aussi avec des acteurs effectivement de la médecine de ville, que ce soit un généraliste, etc. Donc les tensions sont de cet ordre-là. Alors sur quoi ça repose? Non pas que ceux qui sont animés au quotidien pour prendre en charge de manière sûre et qualitative les usagers trouvent plus de quoi s'entendre, c'est qu'en fait ils ont des intérêts à agir qui peuvent être différents, avec des temporalités qui peuvent être différentes, et que la pression par exemple financière, administrative, les normes peuvent parfois être difficiles à concilier avec la mission première, la vocation, on dirait, de ce qu'est un professionnel de santé. Donc ça peut être des sources de tension. Voilà, c'est essentiellement ça. Sur les relations avec les usagers, alors ça dépend naturellement de la manière dont les établissements se sont organisés, mais en général, effectivement, le médiateur est souvent un médiateur médecin qui est un médecin de l'établissement, ou en tous les cas un médecin qui a travaillé dans l'établissement. Et la perception par les usagers, elle l'exprime parfois. Enfin, en tous les cas, les associations d'usagers expriment des réserves de ce point de vue, même si l'intervention d'un médiateur de l'établissement peut parfois être utile dans certaines situations, mais dans certaines situations conflictuelles,
Ça peut être compliqué pour un usager d'avoir affaire à un médiateur désigné par le responsable d'établissement. Ça peut être aussi difficile pour un confrère dans le même établissement. Hein, et c'est une des limites d'ailleurs du dispositif de plainte et réclamation dans les établissements de santé, c'est notamment le non-respect total de la confidentialité, puisqu'il y a transmission d'un rapport à la commission des usagers. Et pour un professionnel de santé, de savoir que il a sans doute eu une difficulté dans une prise en charge, etc., qu'il va y avoir un rapport envoyé à la commission des usagers par son collègue médiateur médecin, ça peut aussi poser un certain nombre de difficultés. D'où la nécessité de mettre en place de vrais mécanismes, de vraies procédures, de vrais process de médiation qui respectent les principes. Mais il est évident que les usagers peuvent être associés à la médiation et devraient être associés à la médiation. Aujourd'hui, ils le sont peu quand le médiateur médecin reçoit un patient. Si le patient a sollicité effectivement un usager, il peut être présent, mais ça se fait pas très très souvent. L'usager prend connaissance des dossiers au moment où il siège en commission des usagers. Et c'est sans doute autour de ça qu'il faudrait effectivement améliorer le dispositif en mettant en place de vrais dispositifs de médiation à l'intérieur des établissements. Oui, aujourd'hui, encore une fois, le dispositif qu'on a mis en place ne concerne pas les salariés. Euh, alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose dont on discute assez régulièrement, notamment avec Claude. Il n'est pas exclu que ça soit pas déployé dans les mois qui viennent. Voilà. Ce ne seront pas les mêmes intervenants, ce ne Voilà, seront pas les mêmes médiateurs. Il y a un développement de la médiation dans les relations avec les usagers, dans les groupes qui gèrent les EHPAD. Corian, qui s'appelle Clariane maintenant, a son dispositif de médiation, qui est organisé un peu différemment de la manière dont Orpea et MEIS a organisé son dispositif. Chez Corian, il y a un dispositif avec un centre de médiation dont Sébastien Préto est le responsable. Et donc, effectivement, il y a un dispositif plus intégré, si je puis dire. Orpea, puisque Emeis m'avait demandé de mettre en place le dispositif de médiation, et ils avaient par ailleurs une relation contractuelle avec une association de médiation, donc ils appellent Médiation Partage. J'ai proposé la mise en place d'un dispositif qui est effectivement à la fois un dispositif complètement indépendant du groupe, c'est-à-dire que les personnes qui assurent la médiation l'assurent de manière complètement indépendante. C'est des médiateurs qui sont pas du tout en lien avec le groupe, sinon que l'association ait une relation contractuelle pour la rémunération des médiateurs, mais il n'y a pas de remontée à l'intérieur du groupe des situations individuelles de médiation. Par contre, et en complément de ce qui était dit tout à l'heure sur la question de la qualité, c'est-à-dire qu'on fait régulièrement avec un responsable, avec le responsable médical du groupe, avec quelques responsables effectivement au niveau du groupe, on fait un point chaque mois sur les sujets qui ont été évoqués, afin qu'effectivement, il soit repris ces sujets pour pouvoir changer un certain nombre de modalités de fonctionnement. Je pense à un exemple très précis, j'ai évoqué dans mon propos introductif tout à l'heure, un moment où il y a des tensions qui s'établissent, qui est au moment où, par exemple, il y a un changement de mode de prise en charge de la personne âgée, qui est pris en charge, Sylvie l'a repris, qui est pris en charge par une unité protégée. Et donc, on a dans les médiations des situations où les familles vivent ça de manière assez douloureuse parce que elles sont confrontées à une évolution de la perte d'autonomie de leurs parents, perte des facultés cognitives, alors qu'elles ne sont pas préparées nécessairement à cette évolution. D'où la reprise par le directeur médical du groupe, dans un échange récent, de la nécessité, mais c'est lui qui va gérer ça après, de dire à partir de ce que vous me décrivez, il faut qu'on travaille sur l'amélioration de la relation que nous avons au moment de l'entrée de la personne dans l'établissement. Et c'est intéressant justement de noter que ce qui apparaît pendant ces moments de conflit va permettre effectivement, alors ce n'est pas géré directement nécessairement par la direction de qualité, mais d'interpeller différents process dans le groupe
pour pouvoir faire changer effectivement. Alors ça ne réglera pas sans doute toutes les difficultés que peuvent ressentir les familles et qui continueront de l'exprimer en demandant peut-être une médiation quand il y a une relation conflictuelle, mais c'est un facteur d'amélioration de la réponse apportée aux personnes prises en charge et aux familles à partir d'exemples qui remontent dans la demande de médiation. D'abord, je dirais de connaître un peu les mécanismes, si je puis dire, relationnels, ce que nous avons un peu évoqué, décisionnel et relationnel. Alors, décisionnel, parce que souvent, alors particulièrement dans les établissements de santé, alors on a évoqué notamment les CHU, c'est particulièrement complexe. C'est évident qu'on est confronté à plusieurs types d'instances à l'intérieur d'un établissement, avec des modes de représentation divers à l'intérieur de l'établissement. Frédéric l'a évoqué sur les établissements de santé, un certain nombre de spécialités qui interviennent et qui interviennent en plus de manière complémentaire auprès d'un patient. Donc, on n'a pas besoin d'être médecin pour faire de la médiation en santé, mais c'est quand même pas mal de connaître un peu l'environnement dans lequel on va être amené à intervenir. En établissement médico-social aussi, alors c'est sans doute moins complexe en termes de diversité de profils professionnels, quoique dans un établissement, dans un EHPAD, entre les responsables administratifs, médecins coordonnateurs, infirmières de coordination, animateurs d'activités culturelles, de loisirs, etc., vous avez plusieurs types d'intervenants. Et d'ailleurs, j'en profite pour indiquer qu'on a fait justement, pour revenir au groupe MIS, on a fait des sensibilisations de chacun des types de professionnels à ce qu'était la médiation, considérant que, y compris un animateur, pouvait être confronté à une situation difficile avec un patient ou avec un résident ou avec ses proches, avec ses familles, qui pouvait l'amener justement à proposer une médiation ou à rentrer lui-même dans une démarche de médiation. Moi, je dirais que, encore une fois, aujourd'hui, pour nous, moi, ce que je ressens, c'est que la médiation est devenue un incontournable. Voilà, vraiment. Et souvent, en fait, ce qui est le plus compliqué à obtenir, c'est que l'établissement sollicite une première fois la médiation. Et lorsqu'ils ont sollicité une première fois, il y a une satisfaction de ce que ça peut apporter et on voit que souvent un établissement qui a sollicité une première fois va solliciter par la suite. Donc aujourd'hui, je vois pas. C'est un élément majeur dans la relation qu'on peut avoir avec les familles. Voilà, on est dans une situation, les établissements médico-sociaux, les prises en charge pour les raisons que j'ai évoquées, notamment le profil des résidents, les différents intervenants, les diverses complexités du secteur, ça fait quand même le lit de beaucoup de possibilités de défauts de communication, voire de conflits. Donc pour moi, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire correctement sans cet appui de la médiation. Et je pense qu'il est aussi important, on parlait médiateur interne, médiateur externe. Je pense que le médiateur externe me semble quand même le plus approprié parce qu'il faut garder pour tout le monde cette notion de neutralité. C'est toujours beaucoup plus compliqué de donner ce sentiment d'être juge et partie. Donc pour moi, c'est l'option des médiateurs externes. Et clairement, ça apporte beaucoup d'apaisement aux directeurs, parce que c'est vrai que le métier de directeur, les EHPAD, ce sont des structures, des petites structures, beaucoup plus petites que les structures sanitaires, où finalement, souvent, la gouvernance se limite à 3-4 personnes, qui sont le directeur, le cadre infirmier, le médecin. Souvent, le médecin est à temps partiel. Donc, il n'y a pas des ressources humaines qui sont considérables. Et l'appui qu'apporte la médiation, pour moi, est aujourd'hui un incontournable dans nos métiers. Voilà, c'est pas du tout pour
voilà, vous convaincre, puisque je pense que vous l'êtes. C'est vraiment le ressenti, et je traduis là le ressenti des directeurs que je côtoie au quotidien, des médecins et des cadres sur les établissements. Voilà. Merci beaucoup. Frédéric? Frédéric. Ouais, ça va être une conclusion en parallélisme de Sylvie, dire que côté usager, côté des relations interprofessionnelles, tout plaide effectivement à promouvoir la qualité relationnelle, et on est bien d'accord, je crois, tous pour dire que les gens qui nous écoutent ce soir sont moins à convaincre que ceux qui sont au quotidien très hermétiques à toutes ces démarches-là. Peut-être donner 2 éléments. Le premier, c'est celui effectivement de trouver les points d'équilibre entre est-ce qu'il faut être expert, est-ce qu'il faut être légitime pour engager des médiations, ou à l'inverse, il vaut mieux avoir une posture de totale indépendance, de pouvoir être quelque part étranger au bon sens du terme, pour pouvoir se mettre à la place de l'autre sans être l'autre. Ça, c'est un élément important. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que malgré tout, d'avoir accompagné, y compris même si ça a des limites, les médiateurs médicaux et non médicaux internes, je pense que quand même c'est une lame de fond qui participe à acculturer, à embarquer en fait le collectif quand même, si vous voulez. C'est-à-dire que il me semble utile, et je dis rien de contraire à l'idée qu'il faut externaliser les dispositifs de médiation pour en assurer un certain nombre de garanties. Pour autant, je pense que le fait de l'avoir formé en interne à nos établissements, ça a permis que collectivement, on puisse remettre peut-être au cœur des préoccupations du quotidien cette dimension-là. Voilà, moi j'y vois aussi cet intérêt-là dans nos établissements. Quelques mots rapides sur la question de la responsabilité médicale et la question de l'expertise qui était posée tout à l'heure comme question. Alors, quand il y a effectivement une demande d'indemnisation et quand il y a un préjudice à indemniser, il est évident que l'expertise est absolument nécessaire et prend toute sa place, puisqu'il va falloir apprécier si, en effet, c'est une responsabilité fautive ou non fautive. Quels sont les acteurs, les professionnels, si je puis dire, qui sont intervenus dans la prise en charge? Parce que ça aussi, c'est une des particularités. Je ne suis pas beaucoup rentrer dans tous les détails, mais le statut juridique des intervenants dans responsabilité médicale est par exemple un problème particulier auquel on est confronté. Moi, j'ai une situation actuellement où, à propos d'une parturiente dont le bébé malheureusement est décédé à la naissance, il y a eu des professionnels qui sont intervenus à la fois avec un statut public et d'autre part avec un statut libéral. Et donc, c'est une médiation à la suite d'une requête devant une juridiction administrative. Donc, je ne peux traiter une partie administrative que par rapport à l'établissement de santé qui est effectivement responsable administrativement, mais je suis amené à envisager une médiation conventionnelle avec les professionnels qui sont intervenus dans un cadre libéral. Donc, l'expertise est effectivement assez importante. Et le deuxième message que je voudrais formuler à propos de la question de la responsabilité, c'est qu'il y a souvent effectivement une demande d'indemnisation auquel il faut répondre. Et ça, entre les assureurs, ils peuvent le traiter sans qu'il y ait besoin de médiation. Ce que l'on voit par contre, c'est quand il y a besoin d'une demande autre, quand il y a une demande complémentaire. Quand j'ai dit tout à l'heure que parfois la demande d'indemnisation, elle n'est pas la demande première. Je ne veux pas dire qu'elle ne soit pas utile, qu'elle ne soit pas nécessaire, mais parfois il y a « je veux comprendre ce qui s'est passé ». Et c'est à ce moment-là que la médiation prend tout son sens. Parce que ça, entre les assureurs, ça ne va pas nécessairement s'aborder ce genre de questions. Hein. Il y aura l'indemnisation financière, mais il faut qu'on soit attentif au fait que la relation de soins, comme je l'ai dit, c'est une relation humaine. C'est une relation technique, mais c'est aussi une relation humaine, qu'elle soit en établissement de santé ou en établissement médico-social. Et c'est ça dont nous avons besoin de traiter dans la médiation. Et c'est parce que, effectivement, cette relation humaine n'a pas été complètement satisfaisante. Cette relation de confiance que j'évoquais a été rompue. Il n'y a pas eu toutes les explications. Il y a eu effectivement des manquements de ce côté-là. C'est là que la médiation devient intéressante et nécessaire et doit être effectivement promue dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux. Merci beaucoup. Merci de vos interventions. Nous avons été jusqu'à 97 au plus haut du pic.
Et je donne la nouvelle pour tout le monde. À partir du prochain café, nous essayerons de recommencer le présentiel, médiation sur place avec de l'hybride pour les gens qui sont à distance. Donc, vous aurez en même temps les deux. Le prochain café de la médiation et de la négociation va pousser sur la négociation, puisqu'on va travailler sur la négociation en matière sociale, les outils de la négociation à l'usage des relations sociales. Et nous aurons parmi nous un spécialiste de la négociation internationale qui intervient notamment au niveau européen sur la négociation de branche. Nous aurons un acteur majeur du monde social et nous aurons un DRH d'un très grand groupe qui vient nous parler de l'intégration tant sur la prévention, mais aussi d'une manière générale au quotidien de la négociation et des différents outils dans la sphère sociale et les relations sociales. Merci beaucoup et très belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup en tout cas Sylvie, Frédéric et Claude. Merci beaucoup. Peut-être à une Invité à tous prochaine. nos Au cafés revoir. par